Bien, Madame la Présidente, chère Anne-Sophie, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Alors, un salut amical à ma collègue administratrice centrale Isabelle Ouédraogo et puis bien sûr à votre ancien président, à mon ancien président, cher Pascal Cormery. Alors, vous dire bien sûr que c'est la première fois d'ailleurs que je fais l'Assemblée générale en Berry-Touraine et c'est vraiment un réel plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui pour finalement, et ça a été fait ce matin, prendre le recul un petit peu de l'action qui est la nôtre, de l'action qui a été la vôtre en 2025 notamment, et puis de regarder, de se projeter ensemble sur l'avenir, sur cette nouvelle année qui s'ouvre. Donc je vous salue chaleureusement et avant de commencer, parce que c'est aussi important dans ce territoire, je voulais saluer, et en ma qualité de président de la Caisse centrale, la mémoire de quelqu'un qui a commencé sa carrière sur le périmètre de votre caisse. C'est Michel Brault. Michel Brault qui a été le directeur général de la Caisse centrale de la MSA, qui a commencé sa carrière ici, sur le périmètre de votre caisse, et notamment comme agent technique en Indre-et-Loire, avant de rejoindre la MSA de l'Allier, puis plus tard de travailler sur le territoire alsacien, puisqu'il a fusionné les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer la MSA d'Alsace. Et puis en 2008, il a rejoint la Caisse centrale de la MSA pour en prendre la direction générale en 2011. Bon, il a cessé sa carrière en 2018. Il est décédé récemment, voilà, d'une maladie cruelle. Mais si j'en parle, c'est parce que Michel Brault, finalement, représentait véritablement, avait la dimension du réseau et représentait véritablement ce réseau par sa ténacité dans l'action, par son militantisme, par son action. Il était viscéralement attaché à notre institution et il l'a démontré tout au long de sa carrière. Donc c'était important pour moi d'en parler ce matin devant vous. Sans transition, bien sûr, j'en viens peut-être aux éléments marquants de l'année qui vient de s'écouler. Et c'est une année, ça a été dit et vous l'avez vécu, marquée par de nombreuses crises et aussi, par voie de conséquence, par la mobilisation de la MSA. Alors, un contexte sous tension pour beaucoup d'éléments, des éléments nationaux et puis des éléments internationaux aujourd'hui qui se sont succédés et qui continuent de se succéder. Ça a été des filières céréalières, des filières de l'élevage en crise notamment, le contexte lié à la signature du Mercosur qui aujourd'hui ouvre un champ concurrentiel dans le pays pour un certain nombre de filières et notamment pour l'élevage qui est dévastateur. C'est les effets aujourd'hui de plus en plus visibles du changement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de filières et beaucoup de nos actions en sont très clairement impactées. Plusieurs épisodies majeurs sur le territoire national aussi. Bien sûr, la DNC dont on a beaucoup entendu parler et pour laquelle la MSA s'est fortement mobilisée, la tuberculose bovine, la grippe aviaire et d'autres. Donc vous voyez un contexte agricole pesant et finalement on a l'impression que 2026 s'ouvre aussi de cette manière, des pluies importantes en février, la tempête Nils, le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient qui donne aussi une autre dimension et une forte préoccupation à nos ressortissants, à nos concitoyens de manière générale et pour laquelle la MSA devrait être fortement mobilisée. Alors ce contexte de crise, eh bien, et vous l'avez perçu sur votre périmètre comme sur l'ensemble du territoire, eh bien, nourrit des colères. Il nourrit des colères qui se sont exprimées de manière différente, de manière plus ou moins significative, des colères que nous comprenons parce qu'elles sont le signe aussi et la mise en évidence d'une forme de profond mal-être
Malgré tout, sur certains territoires, elles ont pris des dimensions excessives, je dirais, dans la façon de faire. Et voilà, on a aussi une pensée, parce que c'est important de le signaler. On est un outil à la disposition, bien sûr, de nos adhérents, de nos non-salariés, de nos salariés. La MSA, je la présente souvent comme la solution plutôt que le problème. Et c'est véritablement l'état d'esprit qui nous anime dans le réseau, de faire en sorte que demain, véritablement, l'institution soit cette solution à un certain nombre de nos problèmes. Alors cette colère, elle traduit, on le sait bien, un besoin d'accompagnement. Et ça a été démontré ce matin. Et la MSA est véritablement ce réseau, cet outil, ce relais des politiques publiques, ce relais du législateur pour justement déployer, accompagner les politiques publiques, les mettre en œuvre dans de bonnes conditions et faire en sorte que nos ressortissants puissent s'en emparer dans les meilleures conditions possibles. Alors le réseau s'est mobilisé de différentes manières, bien sûr en renforçant l'ensemble des dispositifs de trésorerie, vous le savez, les prises en charge de cotisations, les échéanciers de paiement, un recouvrement le plus adapté possible aux différentes situations. C'est la multiplication des démarches d'aller vers. Ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie volonté que l'on a dans l'institution d'aller au plus près, d'aller au-devant de nos ressortissants pour essayer de comprendre leurs problématiques et de les accompagner dans les meilleures conditions. Le aller vers, ça a permis aussi d'accélérer ou de faciliter l'accès aux droits. C'est le aller vers les primo-débiteurs qui, pour la première fois, se trouvent confrontés à une difficulté de paiement des cotisations. Donc, on va vers eux pour essayer, voilà, de mettre en œuvre le plus rapidement les outils qui leur permettront de remettre le pied à l'étrier et de se relancer. Et puis, c'est la mise en œuvre d'une mesure, exceptionnelle par, bien sûr, l'ampleur qu'elle prend et la mobilisation qui est la nôtre autour du programme de prévention du mal-être agricole. C'est un sujet majeur. Vous le savez que la MSA porte maintenant depuis de nombreuses années, qui a pris là aussi une nouvelle dimension en 2020 avec la feuille de route interministérielle qui a doté la MSA de moyens d'action pour continuer à accompagner nos populations de salariés et de non-salariés dans cette problématique du mal-être agricole. Et je vous le dis parce que c'est aujourd'hui 650 signalements par mois. Donc une situation qui est véritablement préoccupante et elle montre d'ailleurs l'efficacité du repérage et la confiance dans notre dispositif. Alors quelques outils que nous avons déployés autour de ce sujet, c'est l'aide au répit, qui permet à un certain nombre de nos ressortissants de souffler, de se relancer, de réfléchir à leur fonctionnement, tout en maintenant, tout en assurant la continuité de leur exploitation, souvent avec le service de remplacement que nous finançons. Et puis, je dirais, le dernier né du dispositif, c'est l'aide au répit administratif, parce qu'on le voit bien, le poids aujourd'hui administratif, cette surcharge qui crée un certain nombre de troubles chez nos ressortissants, une forme de mal-être aussi, dont des fois d'ailleurs on peut être pourvoyeur, hein, parce qu'il faut le dire. Eh bien, nous avons déployé cette aide au répit qui permet d'aller dans l'exploitation, d'aller chez le ressortissant pour essayer des fois de trier les papiers, d'ouvrir les factures malgré tout, d'ouvrir le courrier et faire en sorte que on remette en route un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, parce que souvent ça commence par là. Alors je le dis, ce dispositif, il concerne les non-salariés, bien sûr, parce qu'il avait été conçu aussi pour ça, et puis nous l'avons fait évoluer pour qu'ils prennent aussi en compte pleinement les salariés agricoles. Et à titre d'exemple, pour les saisonniers, nous avons renforcé l'accès aux droits grâce à un parcours dédié. Plus largement, en 2025, ce sont 24 000 rendez-vous prestations qui ont été réalisés.
et près d'1 sur 2 ouvre au moins un droit supplémentaire, et c'est ça qui est important dans la période que nous traversons. Et sur le sujet du mal-être agricole, là aussi, il touche les salariés. Et je vous le dis parce qu'il présente souvent un risque de mortalité ou d'un sur-risque de mortalité par suicide qui est multiplié par 1,5. Et donc, c'est la raison pour laquelle il impose une vigilance particulière. Donc, autour de ce mal-être, vous savez, nous avons développé un certain nombre de dispositifs. C'est d'abord les sentinelles. Aujourd'hui, c'est 10 000 sentinelles formées sur le territoire national. Souvent, d'ailleurs, pour une partie, les élus que vous êtes qui sont rentrés dans ce dispositif parce que vous êtes ces vigies de territoire, vous êtes ces sentinelles du premier kilomètre qui permet justement de détecter au plus près, de faire remonter les situations pour qu'elles soient prises en charge et prises en compte le plus rapidement possible. Donc je vous invite à continuer bien sûr dans cette voie parce que nous avons vocation justement, de par notre présence territoriale, de par l'incarnation qui est la nôtre de ce relais, eh bien, nous avons vocation à accompagner ces situations de mal-être agricole. Dans un autre registre, et c'est une étude qui a été présentée au Salon de l'Agriculture 2026, et là aussi, peut-être autour des différentes manifestations agricoles, les différents mouvements qui ont eu lieu dans le pays ces derniers 24 mois, on va dire, nous avons bien perçu, et la présidente l'a dit tout à l'heure, eh bien, un petit peu des fois la distance qu'il y avait entre notre institution, nos ressortissants, cette incompréhension des fois, ce lien qui avait des fois qui s'était distendu et qui, de mon point de vue, doit être retissé pour faire en sorte que voilà, tout le monde prenne conscience que la MSA est vraiment ce relais et cet outil à disposition de nos ressortissants. Donc nous avons mené une grande concertation auprès de l'ensemble de nos ressortissants pour aller auprès d'eux et pour justement recenser, repérer quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs véritables attentes auprès de la MSA et pour voir de quelle manière on allait pouvoir y répondre. Donc cette grande concertation, elle a recueilli un petit peu plus de 50 000 retours et donc nous avons commencé à faire un petit retour de cette concertation au Salon de l'Agriculture et très rapidement autour de 3 priorités, qui est de réduire la charge administrative. Ça, c'est ce qui ressort peut-être de manière prioritaire. C'est d'adapter nos réponses. Voilà, pour que la réponse que l'on apporte ou que l'on vous apporte soit la plus simple, la plus fluide, la plus lisible très rapidement. Et puis, c'est surtout aussi que l'on soit innovant, là aussi, pour accompagner l'évolution des usages, accompagner l'évolution de la réglementation, tout ce qui finalement fait votre quotidien. Donc ça inclura inévitablement la modernisation de notre site Internet d'ici 2027. Ça sera la simplification des démarches en ligne aussi, parce que ça c'est important. Ça sera des courriers plus clairs. Et quand je dis des courriers plus clairs, alors même si les courriers ont une vocation, on va dire, réglementaire, juridique, eh bien, ce sera des courriers aussi adaptés pour parler à des ressortissants, pour parler à des adhérents, pour parler à des délégués, avec aussi une forme de bienveillance qui est attendue, et c'est normal. Et puis, c'est aussi le renforcement du rôle des délégués. Parce que vous êtes cette force du réseau et donc nous avons besoin, nous avons à cœur, et c'est votre demande, bien sûr, de renforcer le rôle et l'action qui est la vôtre. Tout ça autour de grandes réformes qui ont été menées en 2025, 2026, et tout à l'heure, votre vice-président a présenté les vœux, et je pense que ça part de ça, finalement. Et les vœux que vous formulez, ce n'est pas des vœux qui restent dans un tiroir, ce sont véritablement des lignes directrices, des idées qui remontent à la caisse centrale, qui sont centralisées, qui sont triées, qui sont étudiées,
et qui servent à l'institution centrale à enrichir, à proposer, et notamment autour de l'étude de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est extrêmement important que vous continuiez dans vos réseaux, sur vos territoires, dans votre conseil d'administration, eh bien, à faire ce travail de réflexion pour justement faire remonter les sensibilités du territoire. Ce qui fait qu'en 2024, en 2025-2026, une réforme majeure a abouti. C'était la réforme très attendue du mode de calcul de la retraite des non-salariés agricoles, qui est appelée, bien sûr, la réforme des 25 meilleures années. Donc, à partir du 1er janvier 2026, pour les retraités, pour les futurs retraités ou ceux qui sont arrivés à la retraite à partir du 1er janvier, eh bien, la carrière est calculée, ou la retraite, pardon, est calculée sur les 25 meilleures années de la carrière, je dirais comme presque tout le monde. Nous étions la dernière des catégories professionnelles, les non-salariés, à avoir notre retraite calculée sur la carrière complète. Vous savez qu'une carrière complète, surtout de non-salariés, c'est une carrière avec des hauts, avec des bas, des fois beaucoup de bas, quelques années moyennes. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit dans les premiers retours que l'on a et sur les simulation, mais surtout maintenant sur les calculs aboutis, que le gain aujourd'hui est quand même relativement conséquent, proportionnellement bien sûr à une retraite de non-salariés, qu'il n'y a pas de perdants dans les nouveaux modes de calcul. Et donc c'est véritablement une réforme, une vraie avancée sociale qui va donner quand même une forme de bol d'air à cette catégorie professionnelle. Ça a été également la réforme de l'assiette sociale des non-salariés agricoles, qui est également effective depuis le 1er janvier depuis le 1er janvier 2026. Alors en fait, on va dire à coût constant, c'est une diminution des cotisations, on va dire non redistributives, qui étaient des cotisations davantage attachées à la CSG et au CRDS, et qui va basculer sur des cotisations contributives et qui vont permettre de mettre des droits de côté, notamment des droits attachés à la retraite. Donc voilà un petit peu l'esprit et du travail que nous menons d'un point de vue institutionnel et qui justement est permis parce que vous l'enrichissez sur les territoires des actions qui sont les vôtres. Ça a été dit tout à l'heure, et c'est la première assemblée générale du mandat, et les élections se sont tenues l'an dernier au mois de mai. Alors, j'y reviens parce que c'est quand même quelque chose, c'est un fait marquant du mandat. Et puis, on a beaucoup parlé, on avait beaucoup milité autour du taux de participation. Force est de constater, je crois qu'il faut le dire, qu'effectivement, ce taux de participation s'est malgré tout érodé. Alors, pour différentes raisons, peut-être la concomitance avec les élections dans les chambres d'agriculture, qui a certainement joué, mais je crois que voilà, il faut ouvrir le chantier du bilan de ces élections. Et moi, j'ai confié à la commission de l'action mutualiste ce rôle d'évaluer les précédentes élections, de faire un état des lieux, de faire un bilan et de nous faire des propositions pour voir de quelle manière, bien dans 5 ans, on pourra faire évoluer le système. Il n'y a pas de tabou, on ouvrira tous les sujets le plus rapidement possible maintenant pour que nous puissions prendre les mesures. Il y aura peut-être du réglementaire derrière à aller chercher et faire en sorte que dans 5 ans, on soit prêt pour aller au combat des élections et faire en sorte qu'on puisse encore continuer à consolider notre réseau. Les élections, c'est important. Nous sommes le dernier régime de protection sociale à pouvoir nous exprimer par le vote, par le bulletin, pour élire nos délégués sur chaque canton, sur chaque territoire. Et ça a du sens, parce que d'ailleurs, je vous le dis, beaucoup de régimes de protection sociale, finalement, aujourd'hui, nous l'envient. Et donc, nous devons le préserver. Alors, je veux, à l'issue de ces élections, alors vous dire, donc moi j'ai succédé au président Cormery en 2024, j'ai été réélu en 2025 avec un nouveau vice-président, François Serpeau, qui est élu de la composante CFE-CGC. Donc nous formons maintenant avec la directrice générale le nouveau trinôme. Et j'en profite pour saluer donc votre nouveau binôme. Voilà.
présidente et premier VP. Je vous assure, et d'abord je vous assure de tout mon soutien, bien sûr le soutien de l'institution centrale, et puis je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles missions. Et puis vous saluez à vous tous, bien sûr, nouveaux élus ou élus renouvelés, et vous dire que finalement, sans vous, l'institution n'est rien. Parce que sans vous, il n'y a pas de terrain. Sans vous, il n'y a pas de relais de terrain. Sans vous, il n'y a pas d'action de mise en place sur les territoires. Il n'y a pas d'action de prévention, pas d'action de prévention en santé. Il n'y a pas de lutte non plus contre les inégalités d'accès aux soins. Il n'y a pas de repérage du mal-être. Il n'y a pas d'animation de l'ensemble de nos différentes associations, notamment de l'offre de services. Et donc, votre action est forte. Vous êtes les forces vives du réseau et de l'institution. Et c'est donc justement grâce à nous que nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Alors, peut-être, non pas un clin d'œil, mais quand même, je m'arrête un instant sur le thème qui a été choisi par votre premier vice-président tout à l'heure. Alors, bon, ça... Je ne pense pas que ce soit tout à fait neutre ou c'est pas anodin comme thème. Et je trouve très bien d'ailleurs que vous l'ayez mis en avant et vous dire, et même si vous le savez, donc, puisque vous avez quand même une administratrice centrale dans la salle qui œuvre au national autour de ce sujet, notamment des femmes en agriculture et du statut des femmes en agriculture, redire que l'action commune en 2025 était la santé des femmes, c'est extrêmement important. C'est un sujet qui est porté à la Caisse centrale avec un groupe de femmes, de non-salariés et de salariés, animé, copiloté par Sabine Delbosque-Nodan, qui est une élue non-salariée, et Isabelle Ouedraogo, salariée, et qui porte effectivement l'action de la MSA autour de ce sujet des femmes en agriculture. Et vous avez raison de le dire, il est majeur. Les femmes ont été les forces vives, vous l'avez dit, au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour accompagner le redressement du pays. Elles sont aujourd'hui des forces vives dans le cadre du renouvellement des générations, que ce soit auprès des non-salariés qu'auprès des salariés, et qu'effectivement, le devoir et l'action d'une institution comme la nôtre est bien sûr d'accompagner, de prendre en compte et de nourrir les réflexions au bénéfice de ces populations. Donc, ce groupe travaille. Il travaille de concert avec notamment l'action qui est celle de la ministre de l'Agriculture sur ce sujet des femmes. Et donc, il est tout à fait opérationnel et produit et réfléchi régulièrement. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure et sans vouloir être trop long, je voudrais quand même terminer en vous parlant des enjeux qui sont ceux de l'année qui s'ouvre et notamment un qui est majeur, qui nous préoccupe, qui vous préoccupe parce que finalement c'est celui qui va vous donner les moyens de l'action ou des actions qui seront les vôtres dans les mois qui viennent. Je parlais de la négociation de la convention d'objectifs et de gestion. Donc c'est vraiment le sujet qui occupe le début du mandat. Pour vous, peut-être le remettre dans le contexte et le schématiser, et pour arriver à date, à l'état des lieux, les différents corps de contrôle rendent un rapport, ou ont rendu un rapport donc à l'été 2025, dans le prolongement du rapport de la Cour des comptes. Donc les corps de contrôle, ce sont les corps constitués du ministère de l'Agriculture, des Affaires sociales et bien sûr de Bercy, du ministère des Finances, qui évaluent autour des indicateurs la COG sortante, la convention qui se termine, et qui commence à tracer, à échafauder des pistes de réflexion pour la COG à venir, et notamment autour, bien sûr, des ETP, des moyens financiers, encore que voilà, la mission, la précédente mission s'est beaucoup cantonnée sur ce sujet des ETP et a assez peu, d'ailleurs, malheureusement, on le regrette, c'est assez peu concentré sur l'ensemble des autres sujets que nous portons, l'action sociale, voilà, l'immobilier, l'informatique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à nous à porter ces sujets.
Donc, ceci étant dit, nous avons beaucoup actionné nos réseaux, bien sûr, et notamment au Salon de l'Agriculture, autour d'une grosse stratégie d'influence que vous déployez d'ailleurs dans vos territoires, et ça a été dit, l'action autour des parlementaires, autour des préfets, autour de l'ensemble des collectivités locales, des collectivités territoriales, pour porter cette ambition d'une MSA forte, dotée de moyens humains, de moyens financiers, lui permettant de travailler sur les territoires. Donc, vous dire qu'un premier arbitrage a été rendu, puisque l'arbitrage, il se rend en réunion interministérielle et donc à Matignon. Donc, un premier arbitrage a été rendu autour des ETP. C'est le seul qui a été rendu, qui est une base de négociation, qui n'est pas l'atterrissage, qui est le point de départ maintenant de la négociation, qui est un point de départ et une base qui ne nous satisfait pas du tout. Voilà, je vous le dis, parce qu'il n'est pas conforme à l'ambition qui est la nôtre et il est, de notre point de vue, trop exigeant en termes de réduction du nombre de TP. Et donc, nous allons maintenant, à partir de maintenant, porter le fer, continuer à faire en sorte que la voix de l'institution soit entendue. Aujourd'hui, finalement, deux visions s'affrontent. La vision de nos corps de contrat, de nos tutelles, hein, de l'État, finalement, qui a une vision comptable et mathématique. Alors, personne ne remet en question le contexte budgétaire que traverse le pays, mais en responsabilité, nous portons l'ambition d'une négociation responsable, pragmatique et adaptée à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous opposons à cette vision comptable mathématique une vision d'avenir portée par notre plan stratégique, portée par l'action que nous voulons déployer sur les territoires. Aujourd'hui, ce que nous opposent nos corps de contrôle et nos tutelles, c'est de dire la baisse populationnelle est un fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la population des non-salariés tend à s'éroder. On peut tout à fait penser, parce qu'a priori elle va finir par se stabiliser, on l'espère tous. Malgré tout, la population des salariés progresse. Les actions ou les besoins qui sont attachés à ces populations progressent aussi. Et donc, nous allons à l'encontre de cette vision en opposant aussi la vision de l'État, qui est dans la loi d'orientation agricole, de dire qu'effectivement, on porte l'idée de la transmission, on porte l'idée de l'installation, et donc ça doit se traduire dans l'ambition qui est portée dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc nous allons militer pour justement continuer à amender cette vision de l'État, cette vision politique, et nous aurons besoin de vous, là aussi, pour nous accompagner. Au-delà des ETP, c'est le système d'information, parce que tout est lié. C'est doter l'institution d'un système informatique performant, adapté d'abord aux besoins de nos salariés pour traiter les dossiers, et puis un système d'information qui nous permette de mettre en œuvre tout l'enjeu réglementaire présent et à venir. Donc c'est un sujet, bien sûr le sujet de l'immobilier, l'immobilier de nos caisses, le sujet de l'action sanitaire et sociale, donc autant de sujets qui aujourd'hui ne sont pas arbitrés et pour lesquels nous continuons à militer. Donc, voilà l'état des lieux aujourd'hui de la négociation. La négociation, je vous le dis, nous serons responsables, nous serons pragmatiques, mais nous serons fermes. D'abord pour aboutir à une négociation globale. Moi, je ne souhaite pas qu'on négocie en silo. Les salariés d'un côté, les frais financiers de l'autre, l'immobilier. C'est une négociation globale où on évaluera de manière générale ce que l'on nous proposera. Et donc, nous négocions véritablement dans ce champ-là. Alors, je vous le dis, hein, et là, en forme de vraie conclusion, nous avons besoin de négocier une bonne convention d'objectifs et de gestion, parce que je suis convaincu, et si on regarde depuis 2018, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, l'inflation, il y a besoin dans le pays d'un stabilisateur
du monde rural, du monde agricole, d'un amortisseur de crise. Il y a besoin de ce corps intermédiaire que nous sommes pour justement faire, je dirais, l'interface entre l'État et le monde rural, pour accompagner, mettre en œuvre, faire la pédagogie, l'ensemble des mesures qui sont proposées. Donc nous avons un rôle éminent, vous avez un rôle majeur à jouer, et donc je compte sur vous, bien sûr, pour nous accompagner. Donc comptez sur notre persévérance, comptez sur notre volonté de faire tous au Conseil central, les équipes de direction, les salariés et les non-salariés, pour essayer d'aller chercher, après on verra ce qu'on obtiendra, mais d'aller chercher la meilleure convention d'objectifs possible. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et je termine juste avec un dernier point, parce que je ne peux pas venir ici, dans votre caisse, sans avoir un vrai salut amical pour votre ancien président, parce que votre ancien président, c'est mon ancien président, et je suis vraiment très content d'être ici, Pascal, avec toi. Et puis je veux quand même vous dire une chose, parce que c'est quand même extrêmement significatif. Vous dire que votre ancien président, Pascal Cormery, a été promu dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade de chevalier. Et je suis extrêmement fier d'avoir succédé à Pascal. Alors, tu vois, comme pour toi, Anne-Sophie, c'était une succession un peu préparée, que Pascal m'avait sollicité. Et donc, j'essaie de faire ça du mieux possible. Mais encore une fois, merci à vous, merci pour votre attention et merci pour cette